Bonjour, je vais demander aux enseignants de prendre place. Alors, bonjour à tous, on est vraiment très heureux de vous accueillir au Cœur des Sciences. Pour certains d'entre vous, c'est une deuxième expérience. Pour l'école d'Anjou, je pense que c'est la 3e ou 4e fois que vous venez, bravo. Donc, bienvenue au Collège Ville-Marie et bienvenue à l'école secondaire d'Anjou. On a aussi une école qui nous suit peut-être en web diffusion, on attend qu'ils nous fassent signe, c'est le Centre éducatif L'Abri à Port-Cartier. Nous vous saluons. Et puis, nous avons aussi plusieurs écoles qui vont nous suivre en différé parce qu'ils n'étaient pas disponibles aujourd'hui, mais on va les saluer quand même. C'est l'école Mont de la Salle à Laval, l'école Pierre-Laporte à Montréal, l'école Joseph Charbonneau à Montréal, l'école Hormidas Gamelin à Gatineau et encore à Gatineau, la polyvalente Le Carrefour. Comment ça va se passer aujourd'hui? La conférence va durer une 50aine de minutes. À plusieurs reprises pendant la conférence, vous allez être amenés à voter. Dans la salle, on va voter à main levée. Donc, la conférencière Manon va compter le nombre de réponses et on va voir quelles sont les réponses les plus populaires. Et pour les gens qui nous suivent en web diffusion, vous votez dans votre classe, vous donnez le résultat à votre enseignant qui me les enverra soit par texto, soit dans les commentaires du direct Facebook. À la fin de la conférence, on va faire une période de questions. Pour ceux qui sont dans la salle, vous avez 2 micros de chaque côté, donc n'hésitez pas de vous lever puis de poser vos questions. Et pour ceux qui sont en web diffusion, c'est la même chose, vous posez les questions à votre enseignant qui me les envoie par texto ou par Facebook. Vous n'êtes pas venu pour m'écouter. Je vais inviter donc Manon Soré, la conférencière, à monter sur scène et à vous présenter son travail de recherche. Bonjour tout le monde, il y en a que je reconnais ici. Merci beaucoup de votre présence et puis merci au Cœur des Sciences de me donner l'opportunité de venir vous présenter mon enquête scientifique à moi. C'est une enquête que je mène dans le cadre de mon projet de doctorat ici à l'UQAM. Alors, juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte, quand on décide d'aller étudier la biologie à l'université, en général on commence par un baccalauréat. Alors le baccalauréat, c'est 3 années un petit peu fastidieuses, mais après ça, on gradue. Et puis, quand on commence une maîtrise et un doctorat après, on passe beaucoup moins de temps sur les bancs d'école. En fait, on va travailler directement dans un laboratoire sur des vrais projets de recherche avec des chercheurs professionnels. Donc moi, je suis rendue là, à peu près. Je ne suis pas encore un vrai chercheur, je suis comme un chercheur apprenti. Mais ça s'en vient. Donc, dans les 50 prochaines minutes, je vais vous raconter un petit peu ce qui m'a conduite à étudier le goéland à bec cerclé de la région de Montréal, qui niche sur l'île des Lauriers, que vous voyez juste en arrière de moi. Et puis surtout, je vais vous raconter qu'est-ce qu'on fait, les membres de mon équipe et moi, quelles sont les différentes étapes qu'on suit pour répondre aux questions qu'on se pose. Parce que c'est bien important de comprendre que la recherche, c'est ça. La recherche, c'est collectionner des réponses à plein de questions qu'on a pu se poser, puis ces réponses-là, on va les mettre dans une sorte de grande bibliothèque de la connaissance universelle où chacun peut venir aller chercher les informations qui l'intéressent. Donc dans le fond, on peut dire que la curiosité, c'est vraiment l'étincelle de la science, c'est l'étincelle de la recherche. Par exemple, c'est un microscope. C'est pas n'importe quel microscope, c'est le modèle que j'ai reçu à Noël quand j'avais à peu près 10 ans. Un jour, ma sœur est rentrée de l'école avec des poux, et je me suis dit que c'était une super bonne idée de regarder un pou à travers ce microscope. Ça, c'était ma première question scientifique. En fait, c'était vraiment pas une bonne idée. Quand j'ai vu le pou à travers le microscope, j'ai trouvé ça tellement effrayant que j'ai plus jamais regardé ce microscope-là. J'ai laissé tomber les microscopes pendant pas mal d'années. Mais bon, heureusement, le temps est passé, puis avec ça, mon traumatisme, heureusement, parce qu'il y a quelques années, j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche où j'ai utilisé ça comme microscope. Ça, on s'entend que ce n'est pas le modèle que vous offrez à vos enfants à Noël. Ça, c'est un microscope bien plus perfectionné, un microscope beaucoup plus cher aussi, puis il prend presque tout l'espace du local dans lequel il se trouve. C'est ce qu'on appelle un microscope à fluorescence. Comme son nom l'indique, ça va nous permettre de regarder des choses toutes petites et puis qui fluorescent, en fait, qui brillent dans le noir. Donc moi, j'ai passé plusieurs mois de mon été dans le noir, à l'œil collé à ce microscope, à chercher en fait des algues microscopiques, des petites algues qu'on avait trouvées dans des échantillons d'eau. Et ces échantillons, on est allé les chercher dans des lacs tout autour du laboratoire où je travaillais. Puis on était intéressés par ces algues parce que c'était des algues toxiques. Donc on voulait savoir dans quel lac est-ce que je trouvais le plus de ces algues toxiques. Donc tout ça pour vous dire qu'heureusement que j'ai fait la paix avec les microscopes parce que j'étais vraiment très souvent sur ce microscope-là.
Du microscope, aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins. En fait, c'est ça mon outil de prédilection aujourd'hui, ce sont mes jumelles. Puis j'aime beaucoup mieux ça. Les jumelles, c'est plus petit, c'est plus léger, c'est plus facile à transporter, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup moins fragile, mais surtout bien plus adapté à la question que je me pose. Aujourd'hui, je ne cherche plus à regarder des choses qui sont toutes petites. Je cherche juste à surveiller des oiseaux qui m'intéressent et qui se trouvent à une dizaine de mètres de moi. Donc, c'est bien mieux d'utiliser les jumelles dans mon cas. Donc là, je vous ai montré 3 exemples en fait, d'outils que j'ai utilisés déjà dans ma courte carrière de chercheur apprenti, mais j'en ai utilisé beaucoup plus que ça. En fait, des outils, on en a plusieurs, on a toute une liste d'outils qui va être adaptée à répondre à une question. Pour chaque question, on a une liste d'outils qui est adaptée. Et si on a une multitude d'outils, par contre, il y a une seule démarche qu'on suit en général quand on fait de la science. C'est la démarche scientifique, et ça, je pense que vous en avez probablement déjà entendu parler de la démarche scientifique. La démarche scientifique, qu'on soit biologiste, qu'on soit mathématicien, qu'on soit physicien, qu'on soit chimiste, tout le monde suit une démarche scientifique. C'est une série d'étapes qu'on va suivre pour nous assurer qu'on fait de la recherche de qualité. Donc la première étape, c'est de faire l'état des connaissances. L'état des connaissances, c'est quoi? On fait l'inventaire de ce qu'on connaît. Ok, ça je connais, ça je connais, ça je connais. Et à un moment donné, en fait, assez rapidement, on va se rendre compte qu'il reste des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est sur ces choses qu'on ne connaît pas qu'on va se poser une nouvelle question. Et la nouvelle question, c'est la base de la nouvelle étude. C'est là-dessus que va naître notre nouvelle étude. Et donc, on va se fixer comme objectif de répondre à cette question-là. La prochaine étape, ça va être d'émettre une hypothèse. Une hypothèse, c'est quoi? Une hypothèse, c'est la réponse qu'on pense qu'on va trouver à la fin. C'est souvent une phrase affirmative, une hypothèse. Par exemple, dans le cas du pouls, moi, ma question, c'était à quoi ça pouvait bien ressembler un des poux qu'il y a sur la tête de ma sœur. Mon objectif, c'était de déterminer à quoi ça ressemblait. Et mon hypothèse, c'était, je pense qu'un poux, c'est un petit animal effrayant. Donc ça, c'était mon hypothèse. Et c'est très important d'émettre une hypothèse parce que c'est grâce à ça que vous allez orienter votre expérimentation. C'est ça qui va déterminer ce que vous allez faire pendant votre expérimentation. Et l'expérimentation, pendant que vous faites une expérimentation, vous établissez une méthode qui va vous permettre de vérifier votre hypothèse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ce que je pensais au début? Donc quand on parle expérimentation, souvent on pense à des expériences de laboratoire avec des pipettes et tout. Ça peut être le cas, c'est fort possible, mais par exemple des observations sur le terrain, dehors, dans certaines conditions, ça aussi c'est une forme d'expérimentation. Dans le fond, quand on collecte des nouvelles données, on fait de l'expérimentation. Et sur ces nouvelles données, on va produire des résultats. Les résultats, c'est ce qu'on obtient de notre expérience. Et puis, grâce à ces résultats, on va pouvoir conclure sur notre étude. Ça veut dire répondre à notre question de départ. Et surtout, regarder si notre hypothèse, elle est vraie ou bien elle est fausse. Dans le cas du pouls, c'était vrai. C'était assez effrayant. Et donc, on arrive là avec un nouvel élément de connaissance. Et cet élément de connaissance, on ne va pas le garder pour nous, c'est très important de le partager. Il va falloir le diffuser au maximum, que tout le monde puisse y avoir accès, pour éventuellement faire partir de nouvelles études, de nouvelles enquêtes scientifiques là-dessus. On ne le garde pas pour nous en général. Donc, je vous le disais, cette démarche-là, c'est la démarche classique que tout le monde utilise, quelle que soit sa discipline. Moi-même, dans ma discipline, j'utilise cette démarche, je suis cette démarche scientifique. Ma discipline à moi, c'est l'écotoxicologie. L'écotoxicologie, ça aussi, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est une science qui est assez jeune, c'est un domaine qui est assez jeune en fait. Vous avez peut-être entendu parler aussi de toxicologie de l'environnement ou alors de toxicologie environnementale. À quelques détails près, on parle à peu près de la même chose. Quand on fait de l'écotoxicologie, en fait, on essaye de comprendre comment se comporte un contaminant dans un écosystème. Et puis on essaie de voir s'il a une influence sur les organismes vivants à l'intérieur de cet écosystème. Je viens de dire quelque chose de très important en écotoxicologie. Je viens de vous parler de contaminants. Alors qu'est-ce que c'est un contaminant? Un contaminant, c'est simplement quelque chose qui se trouve à un endroit où il ne devrait pas être. Donc, quelque chose en écotoxicologie, souvent c'est une substance ou bien un élément chimique. Il est simplement dans un écosystème où on ne le trouve pas habituellement. Il peut être là, juste regarder ce qui se passe autour de lui, il ne fait rien, c'est un contaminant. Si jamais ce contaminant il a une influence négative sur les organismes vivants de l'écosystème, à ce moment-là, on va parler de polluant. Et donc un polluant, ça va être un contaminant qui a une influence négative sur son écosystème. C'est bien important de faire la différence. En général, en écotoxicologie, on va souvent parler de contaminants jusqu'à ce qu'on ait bien la preuve que la substance en question elle a une influence négative dans l'écosystème où on le trouve. Alors moi, quand j'ai fait mes études, progressivement, je me suis intéressée à l'écotoxicologie parce que j'ai trouvé que c'était une discipline qui s'intéressait à un problème
urgent, un problème qui concerne toute la planète. D'ailleurs, je pense que tout le monde ici entend régulièrement parler des catastrophes environnementales qui sont dues à la pollution. Là, par exemple, je vous ai mis un article qui parle des pesticides tueurs d'abeilles, mais en voilà un qui nous explique que dans la baie d'Hudson, on retrouve tout un tas de produits chimiques différents chez les ours polaires. En voilà un ici qui va parler des sols contaminés qu'on va déplacer au Québec. En voilà un qui nous apprend que dans nos sachets de thé, on trouve plein de pesticides et puis des métaux. Un autre, ça c'est le dernier scoop en date, je pense que tout le monde a entendu parler qu'en ce moment à New Delhi c'est très difficile de respirer en Inde. Quand on est à New Delhi en ce moment c'est simple, on fume 2 paquets de cigarettes par jour sans même se les allumer. Donc c'est vraiment des catastrophes environnementales qui sont dues à la pollution. Et puis moi, quand j'étais dans mes études, je me suis dit voilà un problème qui serait important de résoudre. Mais avant de résoudre un problème, il faut l'étudier, il faut le comprendre ce problème. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais étudier l'écotoxicologie. Et donc, quand le moment de choisir mon projet de doctorat est arrivé, j'ai contacté Jonathan Verreau. Jonathan Verreau, c'est un professeur de l'UQAM et c'est mon directeur aujourd'hui, c'est mon directeur de thèse de doctorat. Et lui, c'est un vrai écotoxicologue. Jonathan, il a fait toutes ses études en Norvège et son doctorat, notamment, lui, il l'a fait dans l'Arctique norvégien, donc au nord. T'es pas loin du pôle Nord, en fait, pour tout vous dire. Quand il était là-bas, il étudiait le goéland bourgmestre et puis particulièrement, il essayait de mesurer la quantité de retardateurs de flammes qu'on trouvait chez le goéland bourgmestre. Alors, retardateur de flammes, qu'est-ce que c'est que ça ? Un retardateur de flamme, c'est un contaminant lui aussi. C'est un produit chimique que vous pouvez trouver, je vous dirais, sur presque tous les objets qui sont dans votre maison. Sur votre linge, dans les mousses de rembourrage de vos sofas, sur votre matériel électronique, dans les matériaux de construction. Il y en a vraiment partout. En fait, c'est les fabricants qui arrosent des mélanges liquides de retardateurs de flamme sur les objets qu'on achète. Comme son nom l'indique, ils vont servir à ralentir la propagation des flammes si jamais il y avait un incendie. Là, je vous ai montré une petite photo qui peut nous servir d'exemple. Vous voyez 2 petits morceaux de papier. Celui qui est à votre droite, c'est un morceau de papier qui n'a pas été arrosé avec des retardateurs de flamme et qui va s'enflammer tout de suite dès qu'il est au contact d'une flamme. Et puis le petit morceau de papier qui est à gauche, lui, il a été arrosé avec des retardateurs de flamme. Et il va mettre 12 secondes de plus que l'autre petit papier pour s'enflammer. Donc 12 secondes. C'est discutable, ça peut paraître pas grand-chose, mais si on se rend compte à temps qu'il y a un incendie à la maison, 12 secondes, ça nous permet de prendre de l'avance si on court vite quand même. En fait, il y a tout un tas de normes de sécurité qui existent dans beaucoup de pays et qui obligent les fabricants à nous vendre des objets qui sont le moins inflammables possible. Il y a plusieurs méthodes pour empêcher l'inflammation, mais la plus répandue, la plus utilisée, c'est juste d'arroser nos objets avec des produits chimiques retardateurs de flamme. Le problème, c'est que les retardateurs de flamme, ils ne vont pas rester sur ces objets-là. Les retardateurs de flamme, ils vont soit s'évaporer, soit s'accrocher aux petites poussières. Vous avez déjà vu sur votre téléviseur, il y a souvent de la poussière qui vient se déposer dessus, puis vous la chassez, puis à ce moment-là, ça se soulève dans les masses d'air. La poussière, elle a eu le temps d'accrocher les retardateurs de flamme qui sont sur votre téléviseur, puis avec les courants d'air, ça va les emmener dans l'environnement. Donc ça, c'est pour du transport aérien. Mais un jour, votre téléviseur, vous allez plus vouloir vous en servir, puis vous allez probablement le jeter. Et il va atterrir dans un dépotoir avec d'autres téléviseurs et d'autres objets qui ont eux aussi des retardateurs de flamme. Puis ça se ramasse dans un dépotoir à ciel ouvert où il va pleuvoir éventuellement un jour. Cette pluie, elle va venir rincer les retardateurs de flamme de tous ces objets, puis elle va l'emmener dans l'eau, qui au fur et à mesure, elle va aussi l'emmener dans l'environnement. Le problème des retardateurs de flamme, c'est qu'ils ne disparaissent pas. C'est ce qu'on appelle des contaminants persistants. Ils vont rester dans l'environnement, puis ils vont même voyager en fait sur des très très longues distances. Jonathan, lui, il en trouvait en Arctique. Il en trouvait presque rendu au pôle Nord. On s'entend qu'en Arctique, au pôle Nord, il n'y a pas tant de ça de regroupement humain. Il n'y a pas beaucoup de téléviseurs, il n'y a pas beaucoup de retardateurs de flamme. Les retardateurs de flamme qu'on trouve là-bas, c'est pour la plupart des retardateurs de flamme qui ont voyagé sur des milliers de kilomètres pour se retrouver ici dans l'environnement. Alors lui, il s'intéressait aux retardateurs de flamme parce que les retardateurs de flamme, possiblement, c'est dangereux pour la santé. C'est des molécules qui ressemblent beaucoup à nos hormones. Les hormones, on les fabrique, c'est des molécules naturelles que nous, on fabrique. Ça ressemble beaucoup, ça imite les hormones dans notre corps, mais c'est pas capable de remplir le même rôle. Alors il y a des perturbations de nos métabolismes. C'est pour ça qu'on est très intéressé à comprendre qu'est-ce qui se passe avec ces retardateurs de flamme quand ils sont dans l'environnement.
Donc Jonathan, il regardait les retardateurs de flammes chez les oiseaux, chez les goélands. Mais il aurait très bien pu regarder ça ou dans l'eau directement, dans les algues, ou bien dans les poissons. Lui, il a choisi de regarder le goéland. Ce n'est pas uniquement par passion pour les oiseaux, c'est surtout parce que c'est une espèce assez stratégique, le goéland. En fait, le goéland, c'est une espèce du haut de la chaîne alimentaire. Un goéland, ça va manger des poissons de taille assez grande, qui, eux, auront mangé des poissons plus petits. Ces petits poissons se nourrissent de plancton, et le plancton, lui, a mangé des algues avant. Quand les algues elles rentrent en contact avec des retardateurs de flammes qui arrivent dans l'environnement, qui arrivent dans l'eau, ils vont intégrer ces retardateurs de flammes à l'intérieur. Après ça, le plancton va manger ces petites algues, et le plancton va se charger des contaminants qui sont à l'intérieur des algues. Et puis les petits poissons vont manger des algues contaminées, et donc ils vont se charger eux aussi avec ces contaminants-là. Donc comme ça, les retardateurs de flammes, ils vont monter les maillons de la chaîne alimentaire jusqu'au goéland. Et là, vous voyez des exemples de quantités qu'on pourrait trouver d'un contaminant. On remarque que d'un maillon, plus on monte dans la chaîne alimentaire, plus la quantité de contaminants augmente. Donc quand on regarde ce qu'il y a dans le goéland, dans ses plumes, dans son sang, dans son foie ou dans un autre organe, on va trouver beaucoup de ces contaminants-là. Donc quand on voit que le goéland est contaminé, ça veut dire que probablement notre écosystème au complet, il est contaminé aussi. C'est pour ça qu'on s'intéresse aux espèces du haut de la chaîne alimentaire, c'est parce qu'ils vont aller échantillonner pour nous tous les maillons de la chaîne alimentaire. C'est ce qu'on appelle des espèces sentinelles. C'est un peu des espèces espionnes qui vont nous donner des renseignements sur l'écosystème au complet que nous, on n'est pas forcément capable d'aller chercher. Donc Jonathan le goéland, lui, il a développé toute une expertise sur les goélands et puis sur les retardateurs de flammes. Puis un jour, il a fini son doctorat en Norvège, puis il s'est dit je vais retourner au Québec. Après quelques détours, il s'est mis à travailler à l'UQAM ici à Montréal, puis il s'est dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? C'est quoi mon expertise? Des retardateurs de flammes, est-ce qu'il y en aurait à Montréal? Il y a des chances que oui. Et des goélands, est-ce qu'il y en a à Montréal? Il y en a un paquet des goélands à Montréal. Et le spécialiste du goéland à Montréal, c'est Jean-François Giroux. Jean-François Giroux, c'est aussi un professeur de l'UQAM, puis c'est mon deuxième directeur. Jean-François, il n'est pas du tout spécialiste en écotoxicologie. Lui, il fait de l'écologie comportementale. Ça veut dire qu'il étudie comment est-ce que les animaux vont adapter leur comportement à leur environnement. Et puis, il fait aussi du suivi de population. Et une des populations qui l'intéressait le plus, c'est la population de goélands à bec cerclé qui revient dans la région de Montréal pour se reproduire à la belle saison. Donc, vous avez tous remarqué probablement que quand le mois d'avril arrive, quand il commence à faire beau, les goélands reviennent. En fait, ils reviennent pour se reproduire, pour venir faire leur nid. Ils vont se regrouper en colonies dans la région et puis ils vont faire leur nid au sol comme ça. Et il faut savoir qu'on a la chance d'avoir la plus grosse colonie de goélands à bec cerclé en Amérique du Nord qui vient nicher tout près de Montréal, en fait à 3 km de la pointe est de Montréal, là où il y a la petite étoile. Au niveau de cette petite étoile, c'est une île qui s'appelle l'île des Lauriers, qui est ici. C'est une toute petite île de 600 mètres de long. Et sur cette île-là, chaque année, il y a 65 000 goélands qui reviennent faire leur nid. 65 000 oiseaux. En fait, il n'y a que des goélands presque. Il y a d'autres oiseaux aussi, et puis des chercheurs, mais on n'est pas en grand nombre par rapport aux goélands. Les goélands forment vraiment une très, très grosse population. Donc, c'est un terrain d'étude rêvé pour ça. Jean-François Giroux s'est posé plein de questions sur ces oiseaux-là. Et puis, une des premières choses qu'il a fait, un des premiers outils qu'il a utilisé pour répondre à ces questions, c'est des bagues d'identification. Il a posé des bagues comme ça sur les goélands, des petites bagues que vous voyez comme ça. Chaque bague, une bague de plastique de couleur qui est plus facile de voir avec des jumelles de loin, puis des petites bagues d'acier comme ça. Chaque bague va correspondre à un individu, puis ça va nous permettre de savoir où est-ce qu'il s'en va. Quand il finit par quitter Montréal, quand il a fini de se reproduire, où est-ce qu'il va s'en aller. Et puis ça va aussi nous permettre de savoir est-ce qu'il revient pour nicher chaque année au même endroit sur l'île des Lauriers. Et puis, à un moment donné, il s'est dit on pourrait aussi essayer d'utiliser des GPS miniatures sur nos oiseaux. Et ça, les GPS, c'est vraiment super intéressant. Ça va nous donner des informations très, très, très précises, très détaillées sur le comportement des oiseaux pendant qu'ils sont en train de nicher dans la région de Montréal. En fait, un GPS qu'on colle comme ça à l'arrière de la queue des oiseaux, un GPS, ça peut nous donner la position d'un oiseau toutes les 10 minutes pendant près de 2 semaines. Et ça en fait un paquet de données, là, ça fait un paquet de positions. En fait, ça ressemble à ça à peu près quand on retrouve nos GPS. Là, sur cette carte, je vous ai mis la petite étoile, toujours représente l'île des Lauriers.
Et puis, de cette carte, on voit plusieurs oiseaux qui sont partis de l'île et qui ont voyagé dans la région, probablement pour aller s'alimenter. Chaque couleur représente le trajet d'un seul individu. Donc, ce qu'on voit là-dessus, qui est super intéressant, c'est qu'ils s'en vont. Ils partent tous du même endroit, c'est sûr, parce que c'est là qu'on est allé les chercher, mais ils s'en vont pas tous au même endroit. Par exemple, si on regarde l'oiseau en orange, lui, on se rend compte que il est très fidèle à un restaurant particulier en centre-ville de Montréal. Et puis, si on regarde un autre goéland, par exemple, celui qui est en mauve, lui, il choisit une direction totalement différente. Lui, il s'en va à un dépotoir de Saint-Thomas-de-Joliette. Puis lui, il vise toujours cet endroit-là parce qu'il sait qu'il va trouver de l'alimentation en masse. Donc c'est vraiment intéressant de mettre des GPS, on se rend compte que oui, c'est la même espèce, c'est la même population, ils nichent au même endroit, mais ils n'ont pas du tout le même comportement, ils ne vont pas manger la même chose du tout. Donc ça, c'est des choses intéressantes qu'on a appris grâce aux recherches de Jean-François. Donc ils se sont rencontrés, ils se sont dit, hey, on est deux chercheurs, on a des expertises super complémentaires, on va pouvoir se poser des nouvelles questions grâce à ça. Puis pour ça, ils ont recruté une première étudiante au doctorat qui s'appelle Marilyn Gentes. Marilyn, elle, la question qu'elle s'est posée quand elle a commencé son doctorat, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces goélands à bec cerclé pour se renseigner un petit peu sur la présence des retardateurs de flammes dans la région de Montréal. Dans le fond, c'est est-ce que les goélands de l'île des Lauriers peuvent être des bonnes sentinelles? Alors moi, Marilyn, c'était ma rockstar. Je vous ai dit que j'ai contacté Jonathan pour faire mon doc, mais c'est grâce à Marilyn que je le connaissais, c'est parce que j'avais vu un documentaire qui suivait un petit peu Marilyn dans ses activités, puis je la voyais sur son île aux oiseaux en train de mettre des GPS sur les oiseaux, et je suivais de très près son travail. Puis quand j'ai vu qu'il y avait une opportunité pour commencer un doctorat, c'est là que j'ai contacté Jonathan. Et que Marilyn, c'était assez satisfaisant de la rencontrer. Donc Marilyn, grâce à elle, on a déjà appris beaucoup de choses sur les goélands et les retardateurs de flammes. La première chose qu'on a appris, c'est la liste des retardateurs de flammes qu'on trouve chez les goélands. Donc là, la liste, vous la voyez en bas de, vous la voyez en bas de ce graphique ici. Ça, c'est toute la liste des retardateurs de flammes qu'on va trouver dans les goélands. Donc ça fait déjà pas mal. Sur le graphique, ce que vous voyez, les petites barres, ça représente grosso modo la quantité de retardateurs de flammes, donc pour chacun des produits. Les barres en gris foncé, c'est les quantités qu'on retrouve dans le foie, et en plus clair, c'est la quantité qu'on retrouve dans le sang des oiseaux. Okay, donc, qu'est-ce qui est intéressant quand on regarde cette liste-là, c'est qu'on retrouve des produits qui appartiennent à des mélanges que les fabricants pouvaient avant utiliser au Canada pour arroser sur les objets qu'ils nous vendaient. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus le droit, c'est des produits qui sont interdits à la vente au Canada. Et pourtant, on les retrouve encore chez nos oiseaux. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des produits ici qu'on trouvait dans un mélange qui s'appelait le Penta-BDE. On retrouve aussi des produits qui appartiennent au mélange qu'on appelle l'Octa-BDE. Et puis, le petit dernier, là, tout à droite, celui-là, il appartient à un mélange qu'on appelle le Deca-BDE. Et ce qui est super intéressant dans les résultats de Marilyn, c'est qu'on voit que du Deca-BDE, il y en a beaucoup. En fait, 25% de tous les retardateurs de flammes qu'on trouve chez nos oiseaux, c'est du Deca-BDE. Et ça, jusqu'ici, c'était du jamais vu. Du Deca-BDE, on n'en trouve jamais autant dans des organismes vivants. Pourquoi? Parce que c'est une très très grosse molécule, c'est la plus grosse molécule de retardateur de flammes. Je vous l'ai schématisé juste à côté du 25% là-haut. Là. C'est vraiment une grosse molécule, en fait, elle a du mal à rentrer dans les organes. Quand vous allez l'ingérer, elle va rentrer dans votre système sanguin, mais elle va être éliminée tout de suite parce qu'elle ne trouve jamais la porte d'entrée, une porte d'entrée assez grande pour rentrer dans les organes. Et là, il y en a tellement dans l'environnement du goéland que ça finit quand même par se trouver un chemin. Et ça ne rentre pas juste un peu, il y a 25%, un retardateur de flammes sur 4, c'est du Deca-BDE. Donc ça, c'était vraiment surprenant, c'était vraiment intéressant dans les résultats de Marilyn. Et Marilyn, elle a aussi mis des GPS sur les oiseaux. Son co-directeur à elle, c'était Jean-François Giroux aussi. Donc elle s'est dit, je vais profiter de son expertise, je vais mettre des GPS moi aussi. Donc qu'est-ce qu'elle a vu grâce à ça? Elle a vu qu'il y a des oiseaux qui s'en vont pas très très loin, et eux ils vont juste s'alimenter dans les milieux agricoles. Elle a fait des prises de sang à ces oiseaux-là. Et qu'est-ce qu'elle a vu dans leurs prises de sang? Elle a vu qu'on trouvait un petit peu de Deca-BDE. Vous voyez là dans la fiole de sang, là, je vous ai représenté une molécule de Deca-BDE. Donc on voit un petit peu de Deca-BDE chez les oiseaux qui se nourrissent dans les champs agricoles. Après, elle s'est aperçue qu'il y a des oiseaux qui, eux, s'en vont en ville. Vous vous souvenez l'individu qui avait le trajet orange, là, ceux-là vont s'alimenter en ville. Qu'est-ce qu'on trouve dans leur sang? On trouve un petit peu plus de Deca-BDE. Pas beaucoup plus, mais un petit peu plus. Et puis, souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a qui aiment ça aller s'alimenter dans les dépotoirs. Et qu'est-ce qu'on voit dans le sang d'un oiseau qui va s'alimenter dans les dépotoirs? On trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de Deca-BDE. La quantité est vraiment, vraiment plus importante. Et c'est surprenant parce que, dans le fond,
ce qu'on trouve dans les dépotoirs, ce qu'ils vont manger dans les dépotoirs, c'est à peu près la même chose que ce qu'ils vont manger en ville. C'est juste nos restes, c'est nos poubelles. Mais l'élément alimentaire est le même. Donc on s'est dit que ça ne pouvait pas venir de l'alimentation. Et là, je vais vous mettre à contribution, je vais vous demander de réfléchir un petit peu. Si ça ne vient pas de l'alimentation, d'après vous, à quoi est-ce que ça pourrait être dû? Alors, là, je vais vous poser une question, donc c'est ça notre quiz. Je vais vous poser une question, puis tout à l'heure, on va voir qui c'est à main levée qui va répondre à la question 1, question 2, la réponse 1, réponse 2, réponse 3, réponse 4. Donc, la réponse 1, c'est est-ce que ça pourrait provenir de l'eau? La réponse 2, c'est est-ce que ça pourrait provenir de l'air? La réponse 3, c'est est-ce que ça pourrait être fabriqué spontanément par l'estomac des oiseaux qui seraient stressés? Et la réponse 4, c'est est-ce que ça pourrait être transmis par un parasite? Donc d'après vous, qui c'est qui pense réponse 1? Levez la main. Ok, j'ai 4 personnes. Qui c'est qui pense la réponse 2? Levez la main. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, un petit peu plus, 6 personnes. Qui pense la réponse 3? Les goélands stressés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personnes, 12, c'est la majorité pour l'instant pour la réponse 3. Qui pense la réponse 4? Ok, la réponse 4 gagne la réponse. Donc vous pensez que ça peut être transmis par un parasite. Est-ce qu'on a des réponses Non, je pense qu'en web diffusion, Port-Cartier n'a pas réussi à se connecter. Ok, donc on est juste présent dans la salle. On est en tête à tête, c'est cool. Alors, donc la bonne réponse, c'était la réponse 2. La réponse 2, c'est la réponse que... En fait, là, on dit encore c'est une réponse conditionnelle. Ça pourrait venir de l'air. C'est ce qu'on s'est dit. En fait, ce qu'on a continué de faire, c'est qu'on a continué de faire notre état des connaissances. On a regardé ce qu'on connaissait, puis on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui avaient étudié ce qu'on trouvait dans l'air autour des dépotoirs. Ils avaient mesuré la quantité de retardateurs de flammes dans l'air autour des dépotoirs. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que c'est rempli de DKBDE, l'air autour des dépotoirs. En fait, 70% des retardateurs de flammes qu'on trouve dans l'air autour des dépotoirs, c'est du DKBDE. Donc là, vous la sentez, la nouvelle question qui commence à se dessiner progressivement. La nouvelle question, c'est est-ce qu'il se pourrait que les goélands rencontrent ces retardateurs de flammes dans l'air? En d'autres mots, est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait une exposition atmosphérique des goélands aux retardateurs de flammes? Cette grande question, ça a été ma question à moi. C'est la question que je me suis posée au début, c'est la question que je me pose en fait encore maintenant, pendant que je fais mon doctorat. Donc on m'a appelé puis on m'a dit Manon, c'est bon, c'est toi qui es retenue, tu peux partir ce projet-là, tu as gagné. Et bon, j'étais ravie, je me suis dit super, c'est parfait, c'est parti, on va essayer de répondre à la question. Puis quand on commence un doctorat, mais des idées, on en a plein. On se dira je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais partir avec eux, demander ça, utiliser ça comme matériel. Alors là on dit oh, calme-toi. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut non plus pendant un projet de doctorat. En fait, on se rend compte que oui, on a des ressources, on est à l'université, on a du matériel, on a des profs, c'est super, mais on a surtout des limites. Et une des principales ressources limitantes qu'on a quand on fait un projet de doctorat, c'est l'argent. Mon projet coûte beaucoup d'argent. Ça demande de recruter des professionnels, ça demande aussi d'acheter du matériel, ça demande beaucoup d'argent. Et pour trouver cet argent-là, on va le demander à des organismes subventionnaires. Moi, mon projet, c'est la province du Québec et aussi le gouvernement canadien qui le finance. Donc, au départ, on me donne un budget, puis on me dit, voilà, tu as 3 à 4 ans pour remplir tes objectifs. Puis moi, je leur dois des objectifs. Il faut que j'utilise cet argent pour obtenir des résultats. Et puis une deuxième chose qui me pose des limites, qui m'impose des limites, en fait, c'est... Là, je vous ai montré la photo d'une petite souris de laboratoire. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec des animaux vivants, pas du tout. Puis là, c'est une souris de laboratoire, mais c'est aussi vrai pour des animaux sauvages qu'on manipule. Il faut bien comprendre que c'est un privilège qu'on a de faire de la science avec des animaux vivants, et on ne peut pas faire ce qu'on veut avec eux. En fait, il y a un comité institutionnel de protection animale à l'UQAM. Ce comité-là, il surveille tout ce que je fais. Il surveille tout ce que je fais, il me forme au début de mes manipulations pour me dire ça, tu as le droit de le faire, ça, tu n'as pas le droit de le faire. On peut pas, moi, par exemple, pour mes oiseaux, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, j'en capture, je leur pose de l'équipement, puis après ça, je vais les euthanasier. Donc, c'est un joli mot pour dire que je vais les tuer. Donc, je vais donner la mort à des oiseaux, je ne peux pas faire ça n'importe comment. On ne le fait jamais de gaieté de cœur, on le fait avec l'exigence d'obtenir des résultats qui vont être importants à la fin. Donc, il faut bien garder ça en tête. Donc on a fini de parler des choses un peu plates. Ok, on sait ce qu'on ne peut pas faire. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, puis on va s'occuper de ce qu'on peut faire. Quand on fait un doctorat, ça va durer à peu près 4 ans. Donc
des sous-questions, on a le temps de s'en poser aussi. En fait, on va s'en poser plusieurs, on va essayer de s'en poser au moins 3. Et moi, la première question que je me suis posée, en fait, le premier défi de mon doctorat, c'est OK, on voudrait savoir quelle est la quantité de retardateurs de flammes que les goélands rencontrent dans l'air, mais comment on fait pour mesurer ça? Comment on fait pour compter cette quantité, pour la mesurer, cette quantité? Alors, j'ai regardé ce qui se faisait déjà. Avec quoi est-ce qu'on mesure la quantité de contaminants dans l'air? Il y a déjà des stations d'échantillonnage d'air qui existent. Ça existe. Mais c'est des grosses armoires comme ça ressemble à des générateurs électriques. D'ailleurs, ça fonctionne sur l'électricité. C'est parfait pour nous donner des indices sur la contamination d'un endroit en particulier. Mais ça ne suivra jamais un oiseau, c'est certain. Alors, il existe des choses un petit peu plus petites qu'on appelle des échantillonneurs passifs d'air ou des EPA. Ces échantillonneurs, c'est comme des espèces de grosses cloches qui ne sont pas tout à fait fermées. Il y a de l'air qui rentre dedans, justement, puis il y a des filtres à l'intérieur. Puis ces filtres-là, ils vont attraper les contaminants qui sont dans l'air. Après, il y a juste à récupérer les filtres et puis à regarder ce qu'on trouve dessus. Donc ça, c'est un peu plus intéressant. C'est plus mobile, ça ne fonctionne pas à l'électricité, mais ça fait quand même 30 cm de diamètre. Donc, on ne mettrait pas sur le dos d'un oiseau, il ne décollerait pas bien. Donc, la première question que je me suis posée, ça a été comment est-ce que je vais faire pour mesurer la quantité de retardateurs de flammes que les oiseaux rencontrent de l'air. Comment est-ce que je fais pour mesurer cette exposition atmosphérique? Donc de là, je me suis fixé l'objectif de développer un échantillonneur passif d'air miniature, de miniaturiser cet outil-là. Alors vous n'avez pas rêvé en entrant, je suis bien biologiste, je ne suis pas du tout physicienne ni ingénieure, donc là encore on a fait de la collaboration. J'ai eu la chance de travailler avec un étudiant de l'UQAM aussi qui lui est informaticien et spécialiste en dessin industriel, et c'est lui qui m'a proposé plusieurs dessins d'échantillonneurs, plusieurs dessins industriels comme ça, jusqu'à ce qu'on atteigne l'objet parfait ici. Donc cet étudiant s'appelle Ali Rezaei, il a fini sa maîtrise lui depuis, et son outil, je l'utilise, je l'ai beaucoup utilisé, j'ai eu de la chance de travailler avec lui. Donc grâce à ce dessin, on a pu fabriquer des petits échantillonneurs que vous voyez ici avec des imprimantes 3D. Donc c'est des échantillonneurs qui font, les voilà. Ça fait pas plus d'1 centimètre d'épais, là, puis c'est moins de 3 grammes, c'est super léger. Voilà un échantillonneur qu'on met sur le dos d'un oiseau. Puis à l'intérieur de ces échantillonneurs, on va mettre des filtres. Moi, les filtres, j'ai choisi de les faire en mousse de polyuréthane et en fibre de verre. Donc voilà, on a préparé un bel outil, un bel objet, c'est super. Mais est-ce que ça fonctionne? Maintenant, il va falloir le tester sur les oiseaux, il va falloir aller sur le terrain pour voir si ça marche. Et là, on arrive à l'idée qu'on va faire une campagne d'échantillonnage. Une campagne d'échantillonnage, ça ne se prévoit pas comme ça. Ça ne s'improvise pas, ça se planifie, ça se prévoit. La première chose qu'on va se poser comme question, c'est où est-ce qu'on va les tester, nos appareils? Moi, j'ai le terrain de jeu rêvé. Mon directeur, il connaît super bien l'île des Lauriers, qui se trouve à 3 km de la pointe de Montréal, à peu près à 30 km par la route de l'UQAM. Donc c'est parfait. En plus, on peut revenir tous les soirs à Montréal. C'est pas donné à tout le monde. Quand on fait du terrain, ça arrive qu'on parte beaucoup plus creux, là, par exemple. Puis là, on est obligé de rester pour plusieurs jours au même endroit, des fois plusieurs semaines. Moi, j'ai la chance de revenir tous les soirs à Montréal, par exemple. C'est quand même assez confortable. Donc là, ça va. Jean-François, en plus, connaît très bien l'endroit. On est vraiment en terre connue. C'est parfait. Quand est-ce qu'on y va? Moi, je veux travailler avec des oiseaux pendant qu'ils sont en train de vivre dans la région de Montréal. Et puis, je vais être intéressée de les capturer pour être capable de leur mettre mon équipement dessus, mon échantillonneur. Donc, je suis très intéressée qu'ils reviennent tout le temps au même endroit. Ça tombe bien, quand ils sont en train de se reproduire, ils font des nids et puis ils viennent couver leurs œufs régulièrement. Donc, je sais qu'ils vont retourner au même endroit pendant tout le temps de la nidification. Donc, c'est ça que je vais viser comme période. Je vais y aller entre le mois d'avril et le mois de juin du printemps. Avec qui on s'en va? Parce que je ne vais pas partir toute seule, c'est certain. Quand on fait du terrain, le plus important, c'est d'avoir une très bonne équipe. Et la première personne la personne absolument indispensable, c'est mon technicien. C'est le technicien avec qui je travaille. Le technicien avec qui je travaille, vous le voyez en haut, il s'appelle Francis Saint-Pierre. Lui, ça fait plus de 20 ans qu'il travaille avec Jean-François et ça fait plus de 10 ans qu'il travaille sur l'île des Lauriers. Le terrain, il le connaît super bien. Il connaît toutes les techniques qu'on emploie. Il connaît tout le matériel aussi. Il est capable de le réparer en cas de besoin. Il connaît très bien le terrain aussi. Il est capable de piloter le bateau. Il est capable de conduire un gros camion.
Bah, c'est un super-héros du terrain, par exemple. Mais en fait, il ne me faut pas juste un super-héros, en fait, il me faut toute une guilde, il me faut des étudiants aussi super expérimentés pour m'assister dans le pilotage du terrain. C'est ce qu'il y a des décisions à prendre que je ne suis pas sûre, par exemple, ce que je vais prendre comme décision. Si j'ai besoin de quelqu'un pour piloter pendant que je ne suis pas là. J'ai besoin d'étudiants expérimentés qui connaissent aussi le travail et j'ai aussi besoin, c'est indispensable, de stagiaires pour m'aider dans toutes les tâches qu'on entreprend. Les gens avec qui je parle, c'est vraiment leur travail, il est essentiel. Il est essentiel, sans eux, je ne pourrais absolument rien faire. Donc, on a l'équipe. Maintenant, il nous faut du matériel. Alors, on va vérifier tout notre matériel avant de partir. On va vérifier que j'ai bien suffisamment d'échantillonneurs avant de partir. Il en faut suffisamment pour toute la journée. Est-ce que j'ai bien chargé tous mes petits GPS? Est-ce qu'ils sont prêts à être déployés pendant plusieurs jours? On essaye plusieurs semaines des fois. Et puis, je vais vérifier tout mon matériel en partant. Il me faut ma bouteille d'eau, il me faut mon lunch, il me faut ma boîte d'équipement ici, mes pièges, mes kits d'échantillons. Il me faut tout. On vérifie bien tout le matériel, c'est très important le matériel. Donc là, le matériel est prêt, l'équipe est prête. Comment est-ce qu'on fait pour circuler? Il faut s'assurer qu'on ait des véhicules. Donc, pour le temps de la saison, on va louer des camions. On va louer... il y en a un pour mon équipe, puis je pars souvent en équipe avec l'autre équipe de Jean-François. Donc il faut suffisamment de véhicules pour transporter tout ce monde-là. Et puis il nous faut aussi un fier navire pour nous emmener sur l'île des Lauriers. Et puis il faut des gilets de sauvetage pour tout le monde, c'est bien important. Le matériel, c'est vraiment la partie... Moi, c'est une des parties que je trouve les plus excitantes. On est en train de préparer le terrain. C'est un peu le calme avant la tempête. J'aime vraiment beaucoup ça. Et quand on est prêt, là on est prêt. Donc on va y aller. Bienvenue sur l'île des Lauriers. Là, on était en train d'approcher de l'île, on va l'aborder et puis on va aller s'installer pour la journée. Là, on est vraiment en plein cœur de la nidification. On doit être au mois de mai. Les nids ont été construits depuis longtemps. Puis là, il y a beaucoup d'œufs sur la colonie. Là, nos techniciens, ils ont été vraiment sympas avec vous parce que le son, normalement, il est vraiment plus fort que ça quand on est sur des lauriers. C'est vraiment prenant. Moi, j'adore ça. J'ai comme l'impression de partir en vacances, mais c'est assez... ça peut être un petit peu oppressant. Donc, on a débarqué sur l'île. Hop, on y va, on va travailler parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. On travaille avec des animaux vivants, donc il faut être le plus efficace possible. En plus, on a une période donnée de travail. Moi, je vais m'imposer de travailler d'étudier des individus pendant 3 semaines maximum. C'est très important, ces 3 semaines maximum à partir du moment où ils ont pondu un œuf dans le nid. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une façon de nous faire un repère. Ce que je vais faire quand je vais arriver sur l'île, je vais me choisir plusieurs nids. Je vous ai dit, il y a 65 000 individus, donc s'il faut 2 individus pour faire un nid, ça veut dire qu'il y a à peu près 32 500 nids. Je ne vais pas avoir besoin de travailler avec 32 500 nids. Je vais m'en choisir une centaine déjà pour commencer. Je vais me choisir une centaine de nids, et puis je vais aller chercher ceux où je vois un œuf dedans. Pourquoi? Parce qu'une femelle goéland, ça pond à peu près un œuf par jour. Donc si je vois un œuf dans son nid, ça veut dire qu'il a été pondu ce jour-là. Donc j'ai la date exacte à laquelle son nid est parti, son incubation est partie. Donc là, je vais aller mettre un petit drapeau à côté du nid, avec un numéro du nid, et ça, je vais le noter tout de suite dans mon carnet. Mon carnet, c'est ma Bible, c'est là où je note absolument tout. Si je perds ça, je perdais presque mon doctorat. L'idée, c'est de mettre les données au maximum dans un ordinateur, mais ça j'ai toutes mes données de mon doctorat là-dedans. Donc on a la date où on trouve un œuf. Je vais marquer plusieurs nids comme ça, puis après ça, je vais revenir 2 jours après. Donc logiquement, si je reviens 2 jours après, ils pondent un œuf par jour, j'ai 2 œufs de plus. Donc je devrais trouver 3 œufs dans mon nid. Quand on voit 3 œufs, c'est que la ponte est complétée. Un oiseau, un goéland à bec cerclé, ça pond environ 3 œufs. Souvent, le maximum, c'est 3 œufs. Donc, si ils ont complété leur ponte, ça veut dire qu'ils savent que là, ils ont
3 potentiels jeunes qui vont naître bientôt. Ils sont très attachés à leur nid, puis ils vont avoir envie de revenir parce qu'ils vont avoir envie de couver leurs œufs. Ça va être très important pour eux s'ils veulent se reproduire cette année. Donc on estime qu'à partir de 3 œufs, les oiseaux sont très attachés à leur nid et ils vont y revenir. Donc on va pouvoir travailler avec eux. Mais là, j'ai une question à vous poser. Je vous ai dit que c'est important de connaître la date de début de ponte parce que je veux travailler 3 semaines seulement dans une fenêtre de 3 semaines après le début de la ponte. Pourquoi, d'après vous? Donc, à votre avis, est-ce que c'est parce que mon échantillonneur va tomber au bout de 3 semaines? Est-ce que c'est parce que les goélands quittent la colonie au bout de 3 semaines? Deuxième possibilité. Troisième possibilité, est-ce que c'est parce que j'ai le droit de faire que 3 semaines d'échantillonnage par an? C'est possible. Est-ce que, la quatrième réponse, les œufs éclosent à 26 jours, et donc à ce moment-là, les parents ne vont plus s'asseoir sur leur nid, et moi, je ne vais plus être capable de les capturer. Donc, qui pense que c'est la réponse 1? Vous pouvez lever la main. Ok, une et demie, il y en a qui hésitaient. Une réponse. Qui pense que c'est la réponse 2? 2 réponses. Qui pense que c'est la réponse 3? Personne. Qui pense que c'est la réponse 4? Bravo. La majorité l'emporte, puis la majorité a eu raison, effectivement. Les œufs de goéland, ça va mettre 26 jours à éclore. 26 jours, c'est un peu plus que 3 semaines. Moi, je les capture d'une façon qui m'oblige... En fait, j'ai besoin que les oiseaux viennent s'asseoir sur leur nid. Si jamais les bébés sont nés, à ce moment-là, les adultes ne vont plus les couver, ils ne s'assoient plus sur le nid, je ne peux plus les recapturer. Donc j'ai tout intérêt à les capturer et à les recapturer dans le temps de 3 semaines, maximum. Donc c'est parti, on va aller les capturer. Donc pour capturer les oiseaux, j'utilise ça. C'est excessivement technologique. Ça, c'est juste en fait, c'est tout bête. C'est juste un moteur qui est relié à une corde. Le moteur, je vais le poser pas trop loin du piège. Et puis la corde ici, au bout, elle a une espèce de nœud coulant. Le nœud coulant, comme sur la deuxième photo, on va le mettre autour du nid et autour des œufs. Et puis on va le fixer autour des œufs comme ça. On va le cacher un petit peu pour pas que l'oiseau le voie. Le moteur, on va le placer un petit peu plus loin. Puis là, vous avez vu, le chapeau du moteur est un peu camo comme ça pour que l'oiseau le remarque pas qu'il y a un moteur pas trop loin. Puis là, on va pouvoir s'éloigner pour redonner confiance à l'oiseau qui puisse se rasseoir sur son nid. Quand l'oiseau est bien assis sur son nid, avec ma télécommande super technologique, je déclenche mon piège. À ce moment-là, ça va venir tirer la corde. Et le nœud est fixé au nid. Donc ça va juste venir serrer les pattes de l'oiseau qui va être prisonnier dans son propre nid. Il va être attaché par les pieds dans son propre nid. Là, il faut aller très vite. Il faut aller très vite parce qu'un oiseau qui est attaché à son nid, qui se sent pris au piège, il va se débattre, il peut se blesser lui, il peut casser ses œufs, puis on ne veut pas ça. Donc il faut partir suffisamment loin pour lui laisser une chance de se rasseoir sur son nid, mais suffisamment proche déjà pour être capable de déclencher le nid, mais aussi pour intervenir vite et détacher l'oiseau le plus rapidement possible. Donc une fois qu'on a capturé un oiseau, on va l'emmener dans notre espèce de petit QG, un peu hors de la colonie pour ne pas déranger tout le monde. Puis on va commencer par les identifier et puis par les décrire. Donc là, je suis en train de poser sur cette photo une bague d'identification, vous savez, exactement comme celle-là. Une bague d'identification sur mon oiseau. Et donc, elle va correspondre à son numéro d'individu. Et il y a une personne à côté de moi là, qui note très, très, très minutieusement toutes les données qu'on lui donne dans mon petit carnet. Donc là, je lui annonce que l'individu RB49, je lui ai mis la bague numéro 954 30609. Ça, c'est dans le carnet, c'est bon. Une fois qu'on l'a bien identifié, après ça, on va le décrire, on va le mesurer, on va le peser. Et puis là, c'est Chloé ici qui est en train de mesurer, elle est en train de mesurer autour de sa tête. Donc là, elle va nous annoncer que la tête, elle fait 91,3 mm et que son culmen, donc la longueur de son bec, fait 36,4 mm. Là, elle va bientôt nous annoncer la taille, l'épaisseur du bec. Et puis après ça, donc on a pris toutes ces données-là. On va faire quelque chose d'un petit peu rigolo pour nous, éventuellement, pas forcément pour l'oiseau. On va lui peindre la tête en bleu. Pourquoi? Parce que ces oiseaux-là, je vais leur mettre des échantillonneurs sur le dos, puis je vais les laisser aller après. Puis je veux être sûre que pendant le temps que je les laisse aller avec mon matériel, ils aient un comportement normal. Je vais vouloir surveiller qu'ils retournent bien à son nid pour continuer de couver. Puis j'ai pas envie d'aller jusqu'à son nid pour regarder si l'oiseau il est bien sur ses œufs. Je veux pas aller le déranger plus qu'il faut. S'il a la tête bleue, je peux le voir de loin avec mes jumelles. Je peux le voir de loin, je peux voir que l'oiseau à qui j'ai mis du matériel, il est bien en train de couver, donc a priori tout va bien, il est en bonne santé. Attention, c'est pas mal la seule info qu'on peut donner.
Après ça, on va équiper les oiseaux. Donc la première chose qu'on fait, on va leur poser l'échantillonneur. Alors pour poser l'échantillonneur, on le fait comme un sac à dos. On utilise ce ruban-là qui est super, super solide et qui va nous servir pour lui faire un harnais. Donc là, je suis avec Chloé ici. Chloé, c'est une étudiante, elle était étudiante en maîtrise à l'époque, donc elle est moins graduée que moi, si on veut, mais c'est Chloé qui m'a montré beaucoup de choses quand je suis arrivée sur Des Lauriers. Elle avait déjà l'expérience du terrain. Donc c'est pas parce que vous êtes plus gradué que quelqu'un que vous en savez plus, c'est pas vrai du tout. J'ai appris beaucoup en travaillant avec Chloé. Donc là, on est en train de mettre l'échantillonneur sur l'oiseau, puis je lui ai mis une cagoule sur la tête pour qu'il s'effraie le moins possible, pour pas qu'il se blesse lui, puis pour pas qu'il nous blesse nous, parce que ça pince fort, un goéland, ça pince vraiment, vraiment fort. Une fois qu'on a mis l'échantillonneur sur son dos, on va pouvoir lui mettre un GPS, parce qu'on va quand même être intéressé de voir où est-ce qu'ils s'en vont pour remplir leur échantillonneur avec des contaminants. Alors les GPS, on les fixe avec du ruban adhésif, un ruban adhésif qui colle super fort. Puis c'est bien important de choisir l'endroit sur les plumes où on va mettre le GPS, parce que juste au-dessus des plumes, là vous voyez sur la photo, juste au-dessus des plumes, vous avez une petite glande qu'on appelle la glande uropygiale et qui fabrique un liquide que les oiseaux vont aller chercher avec leur bec, puis ils vont le répartir sur leurs plumes pour les imperméabiliser. Ça va éviter qu'ils se mouillent quand ils vont dans l'eau. Donc c'est très important de faire en sorte qu'ils continuent d'avoir accès à cette glande-là. Donc après ça, on a choisi la bonne position sur les plumes, il n'y a plus qu'à refermer le ruban autour du GPS. Et puis là, on a un oiseau qui est prêt à partir, on lui a peint la tête en bleu, il a son sac à dos, là on le voit un peu moins, il a aussi son GPS, donc on va pouvoir le laisser aller. Alors combien de temps je vais le laisser aller, cet oiseau-là ? On va faire juste un petit retour rapide à mon objectif de départ. Je voudrais développer un nouvel outil. J'ai développé l'outil, maintenant je veux voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, ça veut dire que l'échantillonneur est capable de ramasser pour moi des contaminants. On m'avait dit, tu vas voir, tu fais un échantillonneur aussi petit, il y a de grandes chances qu'il soit plein au bout d'une semaine, 10 jours. Donc moi, je me suis dit, d'après moi, il va arrêter de fonctionner avant 3 semaines. Ça, c'était mon hypothèse. Je pensais qu'il allait être rempli, donc saturé avant 3 semaines. En fait, je pensais même qu'à une semaine, je verrais une quantité maximale de contaminants qui seraient rentrés dans mon échantillonneur et qu'à 2 semaines et 3 semaines, il ne pourrait pas en capturer plus. Donc ça, c'était mon hypothèse. Quelle méthode est-ce que j'ai développée pour tester ça ? J'ai équipé des oiseaux que j'ai laissés partir certains 1 semaine, d'autres je les ai laissés partir 2 semaines, et d'autres je les ai laissés partir 3 semaines, et je voulais comparer après la quantité qu'on trouvait entre les différents types de déploiement. J'ai observé 24 individus qui sont partis avec ces échantillonneurs-là. Donc là, une fois qu'on va les laisser aller pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis après, il va falloir les recapturer. Recapturer un oiseau avec la même méthode, c'est long. C'est long parce que les goélands, c'est des individus qui ont une excellente mémoire, c'est des oiseaux qui sont très intelligents. Quand vous les capturez une fois, je peux vous dire qu'ils vous voient revenir une deuxième fois. Certains, c'est plus facile que d'autres, mais pour certains, c'est vraiment très long. Là, on a un exemple typique de Chloé qui a eu le temps de se faire arrosé de guano pendant qu'on attendait qu'un oiseau vienne s'asseoir. On est toujours avec des manteaux de pluie, pas à cause de la pluie, mais en fait oui, à cause de la pluie de guano. Éventuellement, on va réussir à le recapturer, cet oiseau-là. La première chose qu'on va faire, on va faire une prise de sang, et on va le faire très rapidement. Pourquoi on fait une prise de sang rapidement? On va la faire avant l'euthanasie des oiseaux, parce que quand vous allez tuer l'oiseau, quand il est mort, son cœur ne bat plus, et le sang ne circule plus dans l'organisme. Vous pouvez pas tirer du sang avec la seringue quand l'oiseau il est mort. Donc on l'a fait avant l'euthanasie. Après ça, on va euthanasier l'oiseau et puis on va le disséquer. On va ramasser un maximum d'organes. Après ça, on va les distribuer à plein d'équipes de recherche. Moi, par exemple, j'utilise des échantillonneurs, puis j'utilise du sang aussi. Mais je veux faire en sorte que tous les organes soient utilisés au maximum pour être sûr qu'on ne tue pas un oiseau pour rien. Après ça, on se ramasse avec plein d'échantillons, il faut les ramener au laboratoire et puis il faut les analyser. Alors pour les analyser, moi je participe un petit peu aussi, mais les stagiaires et les étudiants aussi, mais la reine de l'analyse de laboratoire, c'est Ling Wang qui est ici, c'est la technicienne qui travaille dans mon laboratoire. C'est elle la seule habilitée à faire fonctionner cette grosse machine que vous voyez juste devant, qu'on appelle une plateforme d'extraction liquide. Cette plateforme-là, ça va servir à extraire les contaminants des échantillons qu'on va lui donner. Moi, je lui ai donné mes échantillonneurs, je lui ai donné les petits filtres qui étaient à l'intérieur et je lui ai demandé de m'extraire tous les contaminants, tous les retardateurs de flamme qu'il y avait dedans. Je voulais voir ce qu'on trouve.
Et grâce à elle, on sait ce qu'on a trouvé dans nos échantillonneurs à 1 semaine, à 2 semaines et puis à 3 semaines. Donc là, j'ai encore besoin de vous. Je vais vous redemander votre avis. Qu'est-ce que la plateforme a pu nous apprendre à votre avis? C'est quoi les résultats qu'on a trouvés? Donc d'après vous, est-ce que, réponse petit 1, on s'est rendu compte que dans les échantillonneurs, il n'y avait aucun contaminant, dans le fond que ça ne fonctionnait pas? Réponse 2, est-ce que les échantillonneurs contenaient autant de contaminants à 1 semaine qu'à 3 semaines? Petit 3, est-ce que les échantillonneurs contenaient plus de contaminants à 3 semaines qu'à 1 semaine? Donc, qui pense que c'est la réponse 1, la bonne réponse? Vous avez tous confiance en moi, merci. La réponse... Oh, pardon, la réponse. La réponse 3. Effectivement, c'est la réponse 3. C'est ça. Les échantillonneurs contenaient effectivement, plus on les laisse aller, les échantillonneurs, plus ils vont collecter des contaminants. J'espère que vous aviez tous en tête que ça pouvait être la réponse 3. Donc voilà les résultats qu'on obtient. Donc sur les résultats ici, vous avez la quantité de retardateurs de flamme qu'on voit dans les échantillonneurs à 1 semaine, à 2 semaines, et puis ceux qui ont été déployés pendant 3 semaines. Okay. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est qu'on retrouve les 3 mélanges qu'on retrouvait dans les expériences de Marilyn. On retrouve le penta-BDE, l'octa-BDE et le déca-BDE qu'on retrouvait aussi chez nos oiseaux. Okay. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'échantillonneur nous rapporte des renseignements qu'on cherche. Et puis ce qu'on voit aussi, effectivement, c'est que la quantité de retardateurs de flamme dans nos échantillonneurs augmente avec le temps. Si je laisse jusqu'à 3 semaines, je vais avoir plus de contaminants qu'à 1 semaine. Donc ils continuent de fonctionner à ce moment-là. Donc voilà nos résultats. Ces résultats-là, ils vont nous permettre de répondre à notre question de base. Est-ce qu'on est capable de mesurer les retardateurs de flamme que rencontrent les oiseaux dans l'air? Ça a l'air que oui. Et puis si on revient à notre hypothèse de départ où je pensais que ça allait arrêter de fonctionner avant 3 semaines, que ça allait être saturé avant 3 semaines, mon hypothèse, elle est fausse. Mon échantillonneur, il continue de fonctionner même jusqu'à 3 semaines. Donc là, mon hypothèse, elle est non vérifiée. Et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle qu'une hypothèse soit fausse. Moi, je suis très contente que mon échantillonneur continue de fonctionner jusqu'à 3 semaines. C'est vraiment une très bonne nouvelle. En fait, un GPS, ça fonctionne en général 2 semaines. Donc l'idée, c'est que je les recapture à 2 semaines. Mais si jamais je n'arrive pas, parce que mon goéland, il est réticent, il va me faire travailler pendant 2 jours pour le recapturer. Au moins, je sais que mon échantillonneur, il continue de fonctionner, que je vais pouvoir utiliser les données. Donc c'est une bonne nouvelle, on est content. Donc, ça va nous permettre de conclure. À ce moment-là, la conclusion de notre étude, c'est qu'on a réussi à développer un nouvel outil qui nous permet de mesurer la quantité de retardateurs de flamme que les oiseaux vont rencontrer dans l'air. Donc là, c'est cool. On arrive avec un nouvel élément de connaissance. On serait intéressé de le partager, mais juste avant, on va s'assurer qu'on a bien suivi notre démarche scientifique et qu'on a fait de la recherche de qualité qu'on peut partager avec tout le monde. Donc, on va revenir. Première question, on avait une première question, donc on voulait savoir comment est-ce qu'on pouvait faire pour mesurer l'exposition atmosphérique. On s'est fixé un objectif suite à ça, développer un outil pour le faire. On a émis une hypothèse et puis on a développé une méthode pour vérifier cette hypothèse. Après ça, on a obtenu des résultats et grâce à ces résultats, on a pu conclure sur notre étude. Donc, tout va bien, on est bien conforme à la démarche scientifique, on va pouvoir partager notre étude. Donc, tout ce que je vous ai présenté jusqu'ici, c'est des résultats de ma première année de terrain, de ma première saison d'échantillonnage que j'ai fait au printemps de 2015. Donc pendant cette saison-là, on a mis au point un outil. On a pu l'utiliser sur 24 goélands. Et puis, ça m'a permis d'écrire le premier chapitre de ma thèse de doctorat qu'on a publié sous forme d'article scientifique dans un journal scientifique auquel tout le monde a accès. N'importe qui. Les scientifiques, oui, ceux qui sont intéressés à analyser les contaminants qu'on a dans l'air, ceux qui sont intéressés à faire de l'écotoxicologie avec les goélands, mais n'importe qui, même vous pouvez aller trouver mon article et puis chercher de l'information à l'intérieur si ça vous intéresse. Après ça, il y a eu 2 autres années d'échantillonnage. Il y a eu l'année 2016 et puis cette année, en 2017, où j'ai fait ma dernière saison d'échantillonnage. Là, le but de ces saisons-là, c'était d'utiliser mon échantillonneur à grande échelle. Donc au total, on a capturé 150 goélands en tout sur ces 3 années. Sur les 150, il y en a 110 qu'on a équipés avec un échantillonneur et avec un GPS. Et puis sur les 110 que j'ai équipés, il y en a 85 seulement que j'ai recapturés. Ça veut dire qu'il y en a 25 qui ne sont jamais revenus ou que j'ai jamais réussi à recapturer et qui sont repartis avec mon GPS et mon échantillonneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai perdu 25 GPS.
J'en avais acheté 43 au début de mon projet, et puis j'en ai perdu 25. Est-ce que vous savez combien ça coûte un GPS miniature? Ça doit coûter cher. Ça coûte cher en Titi. Ça coûte $800. Ça coûte $800. C'est chacun, ça coûte $800. Vous vous rendez compte? Ça coûte cher, hein? Ça coûte vraiment cher. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience. C'est pour ça qu'on prend bien la mesure du budget qu'on nous donne au départ, et puis on choisit bien le matériel qu'on va acheter. Ça coûte très cher de faire de la recherche. Au final, sur les 85 individus que j'ai recapturés, il y en a seulement 70 pour lesquels je peux utiliser les données. Parce qu'il y en a que j'ai recapturés avec un GPS qui n'a pas fonctionné pendant le temps, ou il a arrêté de fonctionner pendant le temps où il est parti avec. Je ne peux pas utiliser ces données-là. Une fois, j'ai récupéré aussi un oiseau qui avait réussi à casser son échantillonneur. En passant, il y en a un sur les oiseaux que j'ai recapturés qui avait cassé son échantillonneur. En général, ils le portent très bien, leurs échantillonneurs. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, je pars avec 110 goélands capturés et équipés, et au final, la taille de mon échantillon, c'est seulement 70. C'est pas grave, en fait, c'est très bien, 70, on est très content de pouvoir travailler avec les données de 70 oiseaux, c'est très bien. Mais je voulais vous expliquer ça pour vous dire que quand on fait de la recherche, faut toujours prévoir plus, parce qu'il se passe toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas. Des imprévus, il y en a tout le temps, et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien essayer de prévoir au maximum au départ. Donc là, je suis encore en train de travailler sur ces données-là, c'est pas fini. Il me reste 1 an de doctorat, donc je suis encore en train de travailler sur ces données, mais je ne voudrais pas vous laisser partir sur votre faim. Je vais vous dire à peu près je vais vous montrer quelques premiers résultats. Donc là, en fait, sur ce graphique ici, chaque point, ça représente un oiseau. Ça représente un oiseau qui est parti avec un GPS et puis avec un échantillonneur d'air. Grâce au GPS, on est capable de mesurer le temps qu'il a passé dans les dépotoirs. Plus un point est à droite sur le graphique, plus l'oiseau a passé de temps dans un dépotoir. Plus le point va être haut dans le graphique, plus on trouve de DKBDE dans son échantillonneur. Vous vous souvenez des DKBDE, là, ceux qu'on trouve beaucoup dans les oiseaux quand ils vont dans les dépotoirs. Donc là, on a fait une droite qui fait comme un petit peu la moyenne de tous ces points-là, de la tendance de ces points. Donc ce qu'on voit, c'est que plus on passe de temps, de façon générale, plus on passe de temps dans un dépotoir, plus on va trouver de DKBDE dans les échantillonneurs. Ça, c'est une tendance générale. Pour la majorité des points, on voit qu'ils se répartissent pas mal autour de cette droite, mais il y a quand même des points qui, moi, me posent problème. Celui-là particulièrement, là. Je trouve ma souris quelque part. Celui qui est tout en haut, à gauche. Vous le voyez, celui-là, là, tout en haut à gauche, lui, il a passé 0 jour dans un dépotoir. Et pourtant, c'est l'oiseau qui a ramené le plus de DKBDE dans son échantillonneur. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. T'as une idée ? Non, j'ai pas une idée, mais en fait j'ai une question. Mais s'il a eu autant de DKBDE, où est-ce qu'il est allé? On me pose une question, s'il a eu autant de DKBDE, où est-ce qu'il est allé? C'est une excellente question. En fait, c'est ça que je suis en train... Cet oiseau-là qui me pose problème, c'est la première chose que j'ai fait, c'est de regarder où est-ce qu'il est allé. Et pour l'instant, je n'ai pas encore élucidé le mystère de qu'est-ce qui a fait qu'il a rencontré autant de retardateurs de flammes et qu'il en a mis autant dans son échantillonneur. On va avoir une série de questions juste après. Ce sera bientôt fini. Et puis... donc voilà, ça c'est encore le travail qui me reste à faire. Il me reste encore à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour ces animaux-là qui sont vraiment contaminés, qui sont bien exposés et qui sont jamais rentrés sur un dépotoir. Donc voilà, c'est pas fini, il me reste du travail là, mais déjà en 3 années de doctorat, j'ai quand même appris vraiment une foule de choses sur ces oiseaux-là. J'ai vraiment aimé travailler avec eux. C'est sûr que quand j'ai commencé, j'étais déjà un petit peu sensibilisée au fait qu'on utilise beaucoup trop de produits chimiques dans la vie de tous les jours. Et en travaillant avec ces oiseaux, ça me frappe vraiment à quel point on le fait, en fait, sans se poser de questions. On tartine notre environnement de produits chimiques sans se dire où est-ce que ça va aller, est-ce que ça va rester, est-ce que ça va rentrer dans mon organisme, dans celui de mon enfant, est-ce que ça va avoir un impact sur ma santé. On ne se pose pas toutes ces questions. Chez ces oiseaux-là, on retrouve, cette année encore, en 2017, je retrouvais des contaminants qui sont interdits de vente au Canada depuis 2005. Il y a plus de 10 ans qui sont interdits de vente au Canada. Je les retrouve encore chez les oiseaux, le penta-BDE et l'octa-BDE, les mélanges en bleu et en orange. Ceux-là, je les retrouve encore, ils sont interdits depuis 2005. Donc, Puis là, les oiseaux ici, on ne leur voit pas vraiment de problème de santé sur ces oiseaux-là, mais il y a des étudiants dans mon labo qui ont montré qu'il y a quand même une perturbation à cause des retardateurs de flammes, de leur métabolisme. Je vous ai dit tout à l'heure que ça ressemblait beaucoup à nos hormones, donc ça vient perturber nos métabolismes hormonaux.
Mais là, si on ne voit pas pour l'instant de problème de santé, ça se pourrait que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on finisse par voir que ils pondent moins d'œufs, ou alors ils développent des maladies, ou alors ils se reproduisent moins bien, ils grandissent moins bien. Alors c'est sûr que pour des goélands, ce n'est pas très, très alarmant non plus, mais ce que mon étude elle montre, c'est que des retardateurs de flamme, on en trouve dans l'air, puis jusqu'à preuve du contraire, on respire le même air que les goélands. Donc, des alternatives à l'utilisation des produits chimiques, ça existe. Pas beaucoup. Peut-être qu'on pourrait se poser des questions sur comment est-ce qu'on peut faire pour penser à un monde où on utiliserait en tout cas moins de produits chimiques. Ça, ce serait des belles nouvelles questions de recherche. C'est ça qui est plaisant avec les goélands, en fond, c'est que ça nous apprend aussi beaucoup de choses sur notre comportement. Par exemple, une autre chose qui m'a frappée quand j'ai commencé à les étudier, c'est la façon dont on gère nos déchets. Les goélands, souvent, on le dit là, c'est des mal-aimés. C'est des mal-aimés, c'est pas les oiseaux que tout le monde préfère. Et puis ça nous gêne qu'ils soient là en si grand nombre. On peut rien y faire en plus parce que c'est des oiseaux migrateurs, ils sont protégés par la loi, on peut pas les tuer, on n'a pas le droit. Mais à côté de ça, de la nourriture, ils en ont en masse dans la région de Montréal. À tous les coins de rue, ils peuvent trouver des poubelles, ils peuvent trouver des McDo, il y a encore même du monde qui leur donne à manger. Ils ne sont pas en reste, les oiseaux, ils peuvent trouver toute la nourriture qu'ils veulent. C'est normal qu'ils se reproduisent si bien, qu'ils survivent si bien. Donc peut-être que si on réfléchissait un petit peu plus à ce qu'on faisait de nos poubelles, si on essayait de les isoler un petit peu du reste de l'environnement, de bloquer l'accès de nos poubelles au reste de la nature, peut-être que les oiseaux, les goélands, ils auraient un petit peu plus de mal à trouver de la nourriture, peut-être qu'ils se reproduiraient un petit peu moins bien, qu'ils survivraient un petit peu moins bien. Donc peut-être comme ça, on arriverait à réguler aussi leur population. Donc plutôt que de se dire « Ah, c'est un nuisible », peut-être qu'on pourrait se dire « Ah, il est en train de nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes ». C'est ça qui est important aussi dans la recherche. Dans la recherche, c'est sûr que ça va nous permettre c'est vraiment passionnant, ça va nous permettre d'apprendre à connaître le monde qui nous entoure. Ce qui est important aussi de sortir de la recherche, c'est de regarder ce qu'on fait d'un œil critique, de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux. La recherche, je trouve que c'est un métier vraiment fantastique, c'est super, ça nous fait nous poser plein de questions. Si on trouve le bon sujet de recherche, que ce sujet-là nous passionne, ça va vous empêcher de dormir la nuit, ça va nous donner envie de nous lever le matin. Puis c'est dur, des fois on a l'impression de ramer beaucoup pour faire un tout petit pas, mais quand on découvre quelque chose, quand on comprend quelque chose, c'est vraiment très satisfaisant. Puis la recherche, j'en fais plus vraiment juste pour la curiosité ou la soif de connaissances, mais c'est aussi une aventure humaine vraiment formidable. Puis j'ai eu la chance de travailler avec toutes ces personnes-là, puis d'autres qui sont des collègues de travail extraordinaires. Et sans eux, j'aurais pas eu grand-chose à vous présenter aujourd'hui. La recherche, c'est vraiment un travail d'équipe. Ça se fait plus tout seul, c'est plus possible. Et puis je voudrais remercier chaleureusement déjà mes directeurs, les techniciens qui mettent leur savoir-faire et puis leur talent au service de ma recherche. Les étudiants qui m'ont montré comment faire, ceux qui m'ont aidé pendant 3 ans, et puis les stagiaires aussi qui sont les petites mains indispensables de mon travail. Et puis pour finir, je voudrais vous remercier je voudrais vous remercier de votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. Puis si vous avez des questions, ça va être le moment. Là, je vais pouvoir y répondre. Merci beaucoup. Merci Manon. C'est merveilleux. Déjà une première question. Je t'écoute. Ma question, c'est est-ce que le DKBDE, c'est dangereux pour l'humain? Alors, ça, c'est une question, c'est une excellente question. Puis c'est toujours une question un petit peu délicate à laquelle on essaye de répondre en tant qu'écotoxicologue. On montre en laboratoire, par exemple, que ça peut être très dangereux. Si on donne, par exemple, à un animal de laboratoire beaucoup de DKBDE, on voit effectivement qu'il va avoir un problème de santé. Donc c'est possible qu'on ait des problèmes de santé. Maintenant, les quantités qu'on donne aux animaux de laboratoire, ce n'est pas forcément les quantités qu'on va trouver dans notre environnement. Souvent, on va en trouver moins. Donc on n'est pas exactement sûr que c'est mauvais pour notre santé. Par contre, quelque chose qui est difficile à mesurer, c'est ce qu'on appelle l'exposition chronique. Si on n'est pas exposé à des très fortes concentrations, on est exposé très régulièrement. En fait, on est exposé tous les jours. Et ça, c'est très difficile de savoir si le fait d'être exposé tous les jours à une petite quantité, ça peut être dangereux pour notre santé. Mais même si on ne sait pas même si on n'en est pas sûr que c'est dangereux pour notre santé, moi, je pense que ce serait une bonne chose, en fait, de prendre des précautions. On sait que ça peut être dangereux, on sait qu'il y en a dans l'environnement. Fait que plutôt que d'attendre qu'on ait vraiment la preuve que c'est pas bon pour notre santé, peut-être qu'on ferait mieux de se poser des questions avant. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Merci.
Monsieur, de l'autre côté? Combien ça vous a coûté en tout? En genre, tout, pour tout ça? En tout, écoute, ça a coûté un peu plus. Le budget pour mon projet, ça a coûté plus de 100 000 $. 100 000 $, c'est tout le matériel. 100 000 $, c'est les techniciens qu'on engage. C'est mon salaire à moi aussi. Ça représente tout. Et puis le salaire aussi de mes directeurs, éventuellement, ils prennent un petit peu de salaire aussi là-dessus. Donc c'est pour mes 4 ans de doctorat, c'est un petit peu plus de 100 000 $. Merci. Comment essayer le goéland quand vous capturez le goéland, essayez il crie au cas où les autres y approchent pour l'aider un petit peu. Et parfois ça arrive. Est-ce que tu me demandes s'il y a de l'entraide entre les goélands si Ouais, jamais... au cas où les goélands, au cas où quelqu'un qui s'est fait piéger, quand vous avez le piège, et parfois les autres goélands, ils viennent l'aider parfois. C'est une très bonne question. Non, en fait, les goélands ne viennent pas l'aider. Par contre, on va se faire attaquer. Ouais, ça va arriver. Au début de la saison, ils sont plutôt tranquilles. On peut travailler en toute sécurité. Plus la saison avance et plus ils vont être nerveux. Pourquoi ? Parce que leurs œufs vont approcher la date de l'éclosion, donc ils vont bientôt avoir des bébés. Et là, ils vont être nerveux. Puis ils vont t'attaquer pas parce que tu es en train de capturer son voisin, c'est parce qu'ils ne veulent pas que tu viennes à leur nid. C'est ce qu'on appelle des espèces grégaires. Ils vivent ensemble, mais ils n'ont pas vraiment d'interaction de groupe. En fait, ils vont vraiment même se bagarrer les uns les autres, par exemple. Ils vont faire de l'intimidation entre eux, puis ils vont être agressifs aussi entre eux. C'est comme un peu chacun de leur côté. En fait, exactement, mais chacun de son côté. Tu as vu les photos, regarde juste en arrière de Juliette, ici, là, par exemple. Tu vois les oiseaux comme ils sont serrés. Ouais. Et que quand il y a les bébés qui éclosent, par exemple, ça arrive qu'il y en a qui s'échappent de leur nid pour aller dans le nid des autres. Et puis là, c'est la pagaille. Merci. Merci beaucoup. J'ai une question ici de mon côté. Est-ce que l'expérience a coûté la mort des oiseaux? Oui, en fait, les 85 que j'ai recapturés, on a dû les euthanasier, les 85, oui. Ouais. C'est pas drôle. C'est vraiment pas ma partie préférée, effectivement. Est-ce que tu avais une question ? Non. Oui. Une dernière question? Est-ce qu'il y a d'autres espèces d'animaux qui ont beaucoup de DKBE dans leur organisme? Oui, c'est une excellente question. Je vous disais, c'était très surprenant quand Marilyn elle a trouvé ça. Mais depuis, on s'est rendu compte que les oiseaux qui se nourrissent en milieu terrestre, on trouve aussi beaucoup de DKBDE dans ces oiseaux-là. En fait, c'est le fait d'utiliser les milieux terrestres plus qu'aquatiques. On va trouver beaucoup de DKBDE dans ces oiseaux-là et dans d'autres animaux. Une bonne question. D'accord, merci. Merci Manon, beaucoup. encore une fois, merci beaucoup pour cette belle conférence. Est-ce que j'ai bien entendu qu'on pouvait monter voir ton matériel? Ben oui, certains. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller poser vos questions, voir Manon tranquillement. Et puis, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne journée.